Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment est-ce que l'on sait qu'il y a une expansion de l'univers et qu'il y a une théorie du Big Bang? Ou est-ce que vous avez pensé peut-être qu'il y a des pluies acides dans l'environnement, mais comment est-ce qu'ils sont formés? Nous allons discuter de cela ensemble aujourd'hui. Alors, bienvenue à ce stream sur les sciences, un peu du tutorat, et je suis ici pour répondre à vos questions avant tout. Donc, je reçois des questions ici et là, je les utilise. Bien sûr, durant le stream, si vous avez des questions, vous les mettez dans la section clavardage ici. Ça me fait plaisir d'y répondre. Et bien sûr, si vous regardez en rediffusion, n'oubliez pas de mettre vos questions dans la section commentaires parce que je vais toujours voir ce que vous dites, ce que vous me demandez et ça fait toujours plaisir de dire bonjour. Alors, voyons voir si on peut parler de notre premier sujet aujourd'hui en attendant qu'on ait des questions qui viennent de l'audience. Alors, voyons voir. Aujourd'hui, j'ai eu une question. C'est pas aujourd'hui, c'était hier. On voulait savoir comment est-ce que les pluies acides se forment. Donc ici, je ne regarderai pas l'ensemble des pluies acides. On va regarder quelque chose sur des sujets que vous avez sûrement entendus sur le fait que lorsqu'il y a de la pluie et qu'elle est acide, cela peut détériorer les bâtiments de marbre, certaines structures, les trottoirs qui sont faits en ciment. Il y a aussi, voyons voir, oui, lorsque vous allez au dentiste et le dentiste vous dit, si vous buvez trop de boissons gazeuses, il y a des possibilités qu'il y a de l'usure par l'acide. Et ça, ce n'est pas bon pour les dents. Alors, que se passe-t-il ici? Voyons voir si on peut répondre à cette question. Alors, première chose intéressante, lorsqu'on a la pluie, ici, la pluie est composée surtout d'eau, comme cela. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette pluie, lorsque l'eau est évaporée, va en suspension dans l'atmosphère, celle-ci, éventuellement, les petites gouttelettes se rassemblent pour faire des gouttelettes de plus en plus grandes et éventuellement, celle-ci devient tellement grande que la gravité va la faire tomber. Mais dans l'atmosphère, il n'y a pas seulement que de l'eau. Il y a aussi d'autres gaz. Il y a par exemple l'azote qui est comme ceci. Il y a aussi le dioxyde de carbone et une variété d'autres petites molécules qui existent. Il y a certains composés. Je vais faire comme ceci, des protoxydes d'azote, un mélange d'oxygène et d'azote. Ces composés viennent du fait que lorsqu'on a de la combustion de combustibles fossiles, l'azote ici entre en contact avec l'oxygène. J'ai aussi oublié l'oxygène, qui fait à peu près entre 16 et 18% de notre environnement. Et quelquefois, il y a d'autres types de composés, souvent des dioxydes de soufre comme ceci, qui est aussi un produit de la combustion des combustibles fossiles. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces gaz font aussi partie de l'atmosphère. Alors, voyons voir qu'est-ce qui arrive lorsque l'eau et ces molécules ici entrent en contact. Donc, un peu de chimie ici aujourd'hui. Donc, si nous avons de l'eau plus du CO2, donc de l'eau est un liquide, lorsqu'elle est une gouttelette, il y a des molécules de CO2. Lorsqu'on met les deux ensemble, on obtient quelque chose qui est comme ceci, H2CO3. H2CO3 ensemble, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle de l'acide carbonique. Voilà, l'acide carbonique est un acide faible, mais c'est tout de même un acide, car il y a ces atomes ici d'hydrogène qui peuvent se distancer de cette partie ici, et donc, lorsqu'on a des ions d'hydrogène plus comme ceci, c'est ce qui entre en contact avec différentes matières et va les désintégrer. OK. On ne parlera pas de désintégration par l'acide aujourd'hui parce que nous savons que lorsqu'on met de la matière avec un acide, il y a un changement chimique qui se fait. Donc, nous avons des acides carboniques qui existent dans l'atmosphère parce qu'il y a de l'eau et
du dioxyde de carbone. Maintenant, nous allons parler de cet acide carbonique faible parce qu'habituellement, celle-ci arrive toujours un peu partout et donc ça fait partie d'une réalité intégrale du cycle météorologique. Maintenant, lorsque je vais ajouter que si par exemple il y a de la pollution qui était faite par les humains ou de feux de forêt ou autre, qu'est-ce qui arrive? C'est que si nous avons de l'eau qui entre en contact avec des molécules de protoxyde d'azote, on se retrouve ici avec des petites concentrations d'acide nitrique, qui est un autre acide. Lorsqu'on a l'eau ici et on a ces dioxydes de soufre et qu'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère, les trois ensemble peuvent former des acides sulfuriques à très, très, très faible concentration, qui est tout de même un acide. Donc, l'acide carbonique arrive partout à travers le monde parce qu'il y a du CO2 dans l'atmosphère et de l'eau. Par contre, lorsqu'on a de la pollution qui est créée par les humains et qu'on se retrouve par exemple avec du smog ou on se retrouve avec de grandes pollutions dans les villes, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que ces molécules avec l'eau créent des acides beaucoup plus forts et cela cause beaucoup plus de problèmes. Et c'est pour ça que lorsqu'on a des endroits où il y a beaucoup de pollution, on a une augmentation des conséquences des pluies acides. Maintenant, parlons ici d'acide carbonique parce que c'est quelque chose qui nous touche un peu plus et ça va nous aider à comprendre ce qui se passe, mais aussi comprendre que le concept s'applique à d'autres acides créés dans l'atmosphère. Voyons voir. Donc, moi, je vais enlever ça. Voilà, voilà. OK. Donc, c'est bien. Alors, les pluies acides ici vont arriver, vont exister sans aucun doute, et la raison étant, voyons voir si on peut déplacer cette caméra, tremblement de terre pour certains, OK. Donc, si on regarde, cet acide carbonique ici peut affecter, par exemple, par exemple, le marbre. Alors, voyons voir. Reculons un petit peu, acide carbonique, OK. Avant de parler des effets, voyons voir où est-ce que nous trouvons ces acides carboniques. Bien sûr, dans la pluie, il n'y a aucun doute que ceci est vrai. Par contre, qu'arrive-t-il si moi je prends de l'eau? C'est de l'eau, voilà. Je vais prendre quelque chose qu'on connaît, de l'eau Perrier par exemple. Nous savons que c'est de l'eau qui est créée naturellement. Nous savons qu'il y a de l'eau qui passe sous terre, de l'eau souterraine dans l'aquifère, qui entre en contact avec différents minéraux et autres. Et nous avons de l'eau gazéifiée. OK. De l'eau gazéifiée qui ressemble à quoi? Il y a un mélange d'eau et de dioxyde de carbone et nous obtenons un acide faible qui est l'acide carbonique. Donc, le fait de boire du Perrier, il y a une ingestion de acide carbonique. Donc, c'est à considérer. De plus, tous les autres types de boissons gazéifiées, que ce soit, alors, deux grands qu'on entend souvent parler qui sont sucrés, le Coke et le Pepsi ici en Amérique du Nord. En Europe, je sais qu'il y a d'autres types de boissons. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussitôt qu'on a de l'eau, parce que les boissons ont de l'eau, et qu'on ajoute du dioxyde de carbone pour les rendre pétillantes, nous obtenons ces acides carboniques. Et bien sûr, ces acides carboniques entrent dans notre corps de la même façon que la pluie affecte l'environnement. Donc, voyons voir. Ajoutons un peu plus d'informations ici. Voyons voir. Alors ici, formule chimique. Très bien. Maintenant, si nous avons de la pluie qui va sur le ciment, qui est où le marbre? Prenons le marbre. Le marbre, c'est CaCO3, comme ceci. Voilà. Et qu'est-ce qui arrive si on met un acide qui est faible? Comme cela. Donc, ce qui est intéressant ici, voilà,
Ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons un acide qui passe en contact avec un marbre. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que l'hydrogène ici et le calcium, on peut voir qu'il y a que les formules chimiques sont similaires. Ça ici, c'est un solide, intéressant. Ça, un liquide, intéressant. Mais l'hydrogène est beaucoup plus agressif que le calcium lorsqu'on parle de molécules. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que si nous mettons de l'acide carbonique en contact avec le marbre, le ciment des trottoirs ou des structures, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'hydrogène qui est ici va dire, OK, c'est intéressant, moi, je veux prendre la place ici du calcium parce qu'il y a une plus grande acidité. Chose intéressante, c'est qu'ici, il y a des oxygènes qui sont, il y en a 3 ici dans notre molécule ici, mais puisque c'est sous forme liquide, beaucoup plus facile à se promener. Donc, ceci va interagir avec le calcium. Et qu'est-ce qui va arriver? Le calcium va dire, OK, moi j'aime bien aller avec l'oxygène. On va se retrouver. Alors, le calcium va être parti. Nous avons un oxygène ici qui va avec le calcium. Le calcium retourne avec le dioxyde de calcium et l'hydrogène maintenant ici reforme un autre acide carbonique H2CO3. Donc ici, notre acide est presque, il n'est pas beaucoup changé à la fin. Par contre, on a un changement chimique lorsque l'on parle, et je vais montrer ça un peu ici, si je vais le montrer, voilà. On peut voir qu'on se retrouve avec deux nouvelles substances. Et c'est pour ça que si on met un acide sur un marbre, par exemple, il y a un certain pétillement qu'on peut remarquer. OK. Donc, on peut remarquer que une molécule d'acide carbonique peut affecter certains solides. OK. Mais on n'a pas seulement une molécule d'acide carbonique. Si on a une pluie qui est faiblement acide, donc pluie acide, on a une quantité presque illimitée de ces molécules. C'est pour ça que si nous avons un nouveau bâtiment qui est nouveau, quelques mois, on peut remarquer des surfaces qui sont fantastiques. Par contre, si on se retrouve avec des structures qui ont, je ne sais pas, plusieurs décennies ou plusieurs centaines d'années, là, on peut remarquer le ravage de cette molécule à long terme. Donc ça, c'est à considérer. Et c'est pour ça que les plus acides, on en a toujours un petit peu parce qu'il y a le dioxyde de carbone. Par contre, si on augmente les pollutions dans l'atmosphère, là, on se retrouve avec des acides beaucoup plus forts. Et ça, ce n'est pas drôle pour les infrastructures, parce que les infrastructures de surface sont souvent faites de ciment, parce que c'est pas cher et c'est très résistant. Mais souvent, les structures souterraines sont aussi faites avec ces mêmes matériaux. Donc, c'est à considérer. Alors voilà, premier sujet sur les acides carboniques qui vient de la pluie. Oh, et ce que je mentionnais tout à l'heure, si on pense à nos dents sont faites d'un composé de phosphate et de calcium. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on prend des boissons qui sont gazéfiées, qui ont un niveau d'acide carbonique faible, si on prend un verre ou une petite coupe, ce n'est pas beaucoup. Par contre, si quelqu'un boit de l'eau gazéfiée ou des boissons gazéfiées à tous les jours et en grande quantité, avec les années, on peut se retrouver avec une dentition qui est endommagée. Donc, faites attention à vous. C'est toujours bien d'avoir un verre d'eau. Si c'est possible, c'est bon pour la santé. Alors, voyons voir. Nous allons passer à notre prochaine question. Oh, excusez, quelque chose dans l'œil. Nous allons passer à notre deuxième question et on voit ici Chiffre Alphabet qui a une question pour nous. Elle dit pourquoi les arbres perdent leurs feuilles durant l'automne et l'hiver? Ça, c'est une excellente question. Donc, voyons voir. Et je vais écrire la question ici. Alors, pourquoi les arbres leurs feuilles? Donc, ça, c'est l'automne plus l'hiver.
Alors, la question qu'on a ici de chiffre alphabet, et je suis très contente qu'elle nous présente une question intéressante aujourd'hui. Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles l'hiver? Ça, c'est une bonne question. L'idée, c'est il faut penser que lorsqu'on a une plante et qu'on a des feuilles, ces feuilles ont besoin d'être... L'arbre a besoin de s'occuper de ses feuilles pour s'assurer qu'elles restent en santé. Si la feuille n'est pas en santé, elle est déchirée, l'arbre va dire, est-ce que ça vaut l'énergie de la remplacer ou de la réparer, ou c'est mieux de la laisser tomber? Et c'est pour ça que durant l'été, les arbres de temps en temps vont faire tomber quelques feuilles. Alors les feuilles vont tomber par terre, elles sont vertes, des fois déchirées, des fois il y a des taches dessus. Parce que l'arbre s'est dit, si je peux me passer de celle-ci, il y a moins de coûts pour moi. Mais la question c'est, pourquoi est-ce que les arbres commencent à avoir des feuilles, ou que se passe-t-il au début de du printemps? Donc, c'est important. Donc, on va être ici plutôt artistique. Je n'ai pas de verre. Donc, nous allons utiliser le bleu. Comme ceci. Alors, dans un arbre, dans une plante, on a ce qu'on appelle des feuilles. Des feuilles ici. Dans les feuilles, il y a ce qu'on appelle des cellules. Dans les cellules, on a ce qu'on appelle les chloroplastes. Mais dans les chloroplastes, qu'est-ce que c'est? Ceux-ci font la photosynthèse. La photosynthèse. Ça veut dire que lorsque le printemps arrive, l'arbre va avoir ses bourgeons, va ouvrir ses feuilles. La photosynthèse commence. Ça veut dire qu'il y a, durant l'été, il y a ici, il y a l'eau qui vient des racines. Il y a le soleil avec leurs rayons, et il y a le CO2. Et tout ceci permet de pouvoir bâtir les blocs pour faire croître l'arbre. OK. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'arbre, durant tout l'été, ou lorsque les feuilles sont, où le soleil est disponible, il y a formation de glucose et de composantes comme le cellulose pour faire bâtir la structure de l'arbre. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'eau, dioxyde de carbone et du soleil. Si nous allons, par exemple, en Amazonie, où on a des forêts tropicales, on a des endroits où on est près de l'équateur, il y a de l'eau toute l'année, du CO2 toute l'année et du soleil toute l'année. Donc, on a des arbres qui vont créer la photosynthèse toute l'année. L'arbre sait que la source d'énergie est toujours disponible. Ces arbres dans la jungle, ici, les arbres vont perdre quelques feuilles, vont refaire de nouvelles feuilles. Il n'y a aucun problème. La difficulté, par exemple, c'est qu'est-ce qui arrive lorsqu'on arrive à l'automne? Lorsqu'on arrive à l'automne, certaines choses arrivent. Donc, on a notre soleil, c'est beaucoup mieux comme ça. Rendu à l'automne, ce qui est intéressant, c'est que la quantité de lumière qui arrive à l'arbre change, ainsi que les températures aussi. Donc, les températures comme ceci vont baisser et la quantité de soleil ici durant la journée vont baisser. Alors ici, c'est intéressant parce que les arbres qui sont des êtres vivants, à ce que nous savons, ils n'ont pas de conscience, mais ils sont en contact direct avec leur environnement. Nous avons le soleil, l'arbre fait la photosynthèse, ça permet de pouvoir avoir des cellules, l'arbre survit. Par contre, s'il y a une baisse de quantité du soleil, il y a moins de photosynthèse possible, il y a moins de cellules qui peuvent se remplacer ou créer l'énergie. Donc, ça veut dire que les feuilles fonctionnent un peu moins bien. Et bien sûr, si les températures descendent aussi, parce qu'il y a moins de soleil, le mouvement de l'eau change un petit peu. L'eau se refroidit, bouge un peu plus lentement.
OK. Donc, on a ici quelques difficultés. L'arbre doit prendre une décision. Donc, ce n'est pas une décision consciente, mais tout de même une décision. L'arbre, basé sur les ressources disponibles, peuvent avoir leurs feuilles, fantastiques, cellules, photosynthèse. Mais ça prend, alors, lorsque l'arbre va avoir une croissance, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de ressources disponibles que d'énergie nécessaire pour survivre. Donc, la croissance est possible. S'il y a une baisse de quantité de soleil ou une quantité d'eau plus faible, par exemple, si on pense à des plantes dans le désert, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la plante va dire, OK, j'ai des ressources, mais pas beaucoup de ressources. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais grandir peut-être juste un petit peu. Et s'il arrive qu'il y a un endroit où, peut-être pendant quelques mois ou quelques années, il y a une baisse de ressources disponibles, la plante va dire, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais juste survivre. Je n'aurai pas de croissance, mais je vais maximiser ce qui est possible. OK. Maintenant arrive quelque chose de différent. Des fois, il y a l'automne et l'hiver. OK. Alors ici, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que lorsqu'on arrive à l'automne, les températures descendent et la quantité de lumière descend. Ça, c'est intéressant. Alors, les arbres vont dire ici, j'ai moins de ressources point de vue soleil. Ça veut dire que je peux faire moins de photosynthèse. Avec moins de photosynthèse, je ne peux plus avoir de croissance, donc je vais maintenir ma façon de vie de façon à ce que je vais attendre que le soleil revienne et que les températures reviennent. Par contre, lorsque l'automne avance, il y a de moins en moins de soleil et il y a la température qui continue à descendre, l'arbre ici, inconsciemment, va dire, OK, je dois donner de l'énergie pour les feuilles, pour les garder vivantes, parce que je dois maintenir les chloroplastes. Je n'ai pas assez de photosynthèse pour soutenir les chloroplastes, pour soutenir les cellules. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais dire, OK, ça me coûte plus d'énergie garder les cellules et les feuilles vivantes que l'énergie du soleil. Donc, ce que l'arbre va faire, c'est que l'arbre va décider, ou il y a un changement qui arrive dans l'arbre, et donc l'arbre va arrêter de maintenir les cellules, il va arrêter de reproduire des chloroplastes. Donc, s'il y a moins de chloroplastes, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la feuille qui était verte, parce que les chloroplastes sont verts, ces chloroplastes, en quittant, la feuille va finir par changer de couleur. Alors, il y a des arbres, et vous connaissez sûrement l'automne, on a des arbres où les feuilles vont changer de couleur tranquillement. Et ça ne change pas d'une journée à l'autre. Souvent, les bordures vont changer de couleur jusqu'au centre. Et éventuellement, on se retrouve avec des feuilles qui sont plutôt jaunes, brunes, rouges et toutes sortes de couleurs ici. Pourquoi? C'est que l'arbre ici a remarqué qu'il n'y a pas assez d'énergie du soleil pour la photosynthèse, arrête la production de chloroplastes pour le faire, ce qui fait que les cellules des feuilles finissent par mourir et les feuilles ici arrêtent de fonctionner. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que les feuilles vont tomber. Maintenant, il y a des choses qui se passent intéressantes, c'est que juste lorsque le processus commence, l'arbre va dire, OK, il n'y a pas assez de photosynthèse pour que je puisse croître comme arbre. Par contre, je vais prendre la photosynthèse à la fin et ce que je vais faire, c'est que je vais créer les bourgeons au bout de mes branches alors, juste parce que je sais qu'éventuellement, j'aurai besoin d'autres feuilles. Donc, une certaine quantité d'énergie juste à la fin de l'automne vont transformer ceci, ils vont faire des bourgeons et donc ce sont des feuilles en attente. Et ces feuilles en attente, on arrive à la fin de l'automne, on n'a plus d'arbres. Par contre, chacune des branches a un petit bourgeon qui sont des feuilles potentielles pour la saison suivante. Maintenant, l'hiver ici, c'est difficile parce que l'eau qui est ici, l'eau devient solide l'hiver. L'eau devient de la glace. Ça veut dire qu'en plus, ces arbres feuillus ne peuvent plus transporter l'eau de toute façon. Donc, c'est mieux pour l'arbre de perdre ses feuilles. Donc, ça, c'est un point ici pour les arbres feuillus. OK. Que se passe-t-il maintenant? On va voir.
Alors ici, on arrive au temps des... Plusieurs personnes ont des festivités. Comme moi, à ma maison, j'ai un sapin comme ceci. C'est un conifère. Alors ici, ça c'est différent parce que l'hiver, les conifères vont garder leurs feuilles. Non, excusez, vont garder leurs aiguilles. Alors, quelques personnes vont dire des épines, d'autres des aiguilles. Ce sont des aiguilles ici. Alors, pourquoi est-ce que les conifères ne perdent pas leurs aiguilles durant l'hiver? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on prend un conifère et on va sous le conifère, on va remarquer qu'il y a des petites aiguilles qui ont tombé avec le temps, qui sont brunes. Et ça, c'est parce qu'un conifère va changer à chaque année peut-être un tiers, peut-être un quart à un tiers de ses épines. Parce qu'il y a certaines épines endommagées et cet arbre doit les remplacer. Par contre, si vous allez voir un sapin et on regarde la sève, ce n'est pas de l'eau comme ceci. La sève est quelque chose qui est beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, beaucoup plus visqueux. Alors, c'est visqueux parce que durant l'hiver, ceci ne gèle pas de la même façon, ne gèle pas du tout. Durant l'été, il y a le mouvement de cette sève, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que, puisque les épines sont beaucoup plus, si on le regarde de près, sont beaucoup plus compactes, souvent sont beaucoup plus épaisses, donc ils ne gèlent pas autant. Qu'est-ce qui arrive? C'est que ces arbres ici vont pousser beaucoup plus lentement, parce qu'il y a quelquefois moins de surface de leurs aiguilles. Par contre, puisqu'ils peuvent garder leurs aiguilles toute l'année, ils n'ont pas besoin de recréer toutes leurs aiguilles au printemps. Donc, ça, c'est une façon de pouvoir maximiser l'environnement. Donc ici, il y a l'eau qui est nécessaire. L'eau l'été, ça fonctionne bien, il y a croissance, mais lorsque c'est l'hiver, l'arbre va ralentir et va survivre jusqu'à ce que l'eau va revenir au printemps. Le soleil ici, même si le soleil est en moins grande quantité durant l'hiver, ici le conifère n'a pas besoin de remplacer ses aiguilles à chaque année, donc a besoin de beaucoup moins d'énergie pour faire la photosynthèse. Donc c'est pour ça que c'est une façon de s'adapter dans un environnement. Et bien sûr, le CO2 est disponible toujours. Maintenant, l'échange gazeux dans les épines est moins efficace, mais il arrive quand même. Donc, on a une croissance ici qui est plus lente. Par contre, il y a une adaptation à ne pas échanger toutes les épines et tous ces petits organes de photosynthèse. Donc ça, ici, on se retrouve avec des conifères qui sont adaptés à beaucoup plus de changements de température. Ça ici, c'est très efficace. On les trouve beaucoup plus lorsqu'on prend l'équateur et on monte vers le nord. Ici, lorsqu'on arrive aux forêts boréales, on se retrouve avec un début de conifères, on a un mélange ici. Et plus on va au nord, on finit par éliminer ou perdre les feuilles parce que ça prend trop d'énergie pour recréer les feuilles à chaque année et on se retrouve avec presque exclusivement une variété de conifères ou de plantes qui vont souvent garder leur verdure toute l'année. Et c'est pour ça qu'il y a certains animaux qui peuvent vivre dans le Grand Nord. Parce que si nous avons des petits arbustes qui restent verts durant l'hiver, on a des troupeaux de caribous ou autres animaux qui peuvent manger de ceux-ci durant l'hiver. Et bien sûr, lorsqu'on regarde l'hiver ici, par exemple au sud du Canada, lorsqu'il y a la neige, il y a des animaux qui vont manger ces petits bourgeons des arbres comme nourriture. Bien sûr, c'est une question de compétition. Si l'arbre n'a pas de bourgeons, c'est très difficile pour eux de pouvoir avoir des feuilles l'été suivant. Mais ça fait partie du cycle de la nature. J'espère que chiffre alphabet, que tu comprends un peu mieux pourquoi les arbres perdent leurs feuilles durant l'automne et l'hiver, les arbres finissent par avoir seulement des tiges en attente au printemps. Excellente question. J'ai apprécié cette question aujourd'hui. C'est très bien. Alors nous ici, nous sommes en vacances, donc l'école a terminé hier, vendredi. Donc nous avons 2 semaines de vacances et on recommence le 3 janvier. Donc c'est intéressant.
Je connais d'autres endroits où ils ont de l'école peut-être jusqu'au 21 ou 22 décembre et vont recommencer en janvier beaucoup plus tard, comme peut-être le 6 ou le 7. Donc, c'est intéressant. Alors, c'est bien. Donc, chez le Frère Alphabet, j'apprécie toujours les questions que tu as pour nous le samedi. Alors, c'est bien. Voyons voir si on va parler d'expansion de l'univers. Et je pense que c'est intéressant. Alors, cette idée de théorie du Big Bang, je peux toujours l'écrire ici. Donc, ça, c'est la théorie que nous avons basée sur les données que nous avons. Et voyons voir qu'est-ce que c'est. Voilà, voilà. Voyons voir. Alors, j'ai une question cette semaine. Et la question, c'était, OK, on m'a parlé dans la classe qu'il y avait le Big Bang et qu'on a remarqué que les étoiles s'éloignent, mais la personne ne comprenait pas comment est-ce qu'on sait qu'il y a des déplacements d'étoiles qui s'éloignent de nous ou qui se rapprochent de nous. Et la théorie ou le concept qu'ils avaient, c'était ce concept qu'on appelle l'effet Doppler, ou cette idée voyons voir, de déplacement vers le rouge ou le bleu. Intéressant. Donc, je vais écrire ici effet Doppler. OK. Donc, un concept d'astronomie ici et de chimie un peu plus complexe. J'espère que je vais pouvoir vous expliquer pour que ce soit raisonnablement facile à comprendre. Alors, voyons voir. La première chose qui est important à réaliser, c'est que si on veut savoir comment fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans notre environnement, on a besoin d'informations qui viennent vers nous. Alors, cette information est très facile. Oups, on est ici en français. Alors, on a besoin d'étoiles parce que les étoiles produisent leur propre énergie. Ça veut dire que si on a les appareils ici, on peut recevoir cette information. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et en passant, rapidement, hier, j'ai remarqué qu'on a envoyé une sonde vers le Soleil. Je n'ai pas eu le temps de rechercher cela. Je vais voir ça cette semaine et je vous donne des infos la semaine prochaine. Donc, on a envoyé une sonde vers le Soleil pour essayer de mieux comprendre l'étoile qui est la plus près de nous. Donc, s'il y a des étoiles, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait quelle est la composition de ces étoiles. Donc, la composition. Comment est-ce qu'on connaît ceci? On appelle cela des raies spectrales. Alors, les raies spectrales, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, je vais aller vous montrer. C'est sur Wikipédia et merci Wikipédia pour nous partager des informations. Alors, voyons voir. Si je fais, voyons voir ceci, parfait. Donc, les raies spectrales, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsqu'on regarde la lumière visible que l'on peut voir avec nos yeux, on remarque quelquefois il y a des signatures qui sont différentes. Donc ici, on peut voir, alors ici on passe du violet jusqu'au rouge, et on peut voir qu'il y a des petites lignes comme cela. Donc l'idée ici, c'est que lorsqu'on a un atome et qu'il y a des électrons autour, lorsqu'il y a de l'énergie qui affecte les électrons qui sont autour, ces électrons peuvent avoir plus d'énergie, sont excités, et lorsqu'ils reprennent leur place autour du noyau, il y a de la lumière qui est dégagée. Et lorsque cette lumière est dégagée, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec, alors ici, une raie spectrale, on peut se remarquer avec des petites lignes c'est comme s'il y avait un surplus de lumière qui était
possible et qu'on voyait. Maintenant, ça, c'est les physiciens et les chimistes qui ont travaillé ensemble. Et ici, je vais aller sur Wikipédia en anglais parce qu'ils ont expliqué quelque chose qui va nous aider ici. Les chimistes et les physiciens ont remarqué que s'il y a un gaz comme l'hydrogène et qu'on excite les atomes d'hydrogène avec l'énergie, ceux-ci produisent des sursauts d'énergie. Et ces sursauts d'énergie sont identifiables visuellement. Donc, on peut voir ici, donc ça, c'est l'arrêt spectral de l'hydrogène. On a la lumière visible et on peut voir qu'il y a une ligne ici, une ligne qui est là et une ligne ici. Pourquoi? Je rappelle, il y a de l'énergie qui excite les électrons autour du noyau d'hydrogène et lorsque ces électrons reprennent leur place, ils vont dégager un surplus de lumière, comme ceci. Mais pourquoi est-ce que l'hydrogène est important? C'est que si on regarde l'hélium, on a une signature différente. Ça, c'est intéressant. Et si on regarde ici le lithium, nous avons aussi une signature spectrale différente. Oh! Alors ici, ça, c'était fait en laboratoire. Les chimistes ont dit, et en passant, si je me rappelle bien, on a découvert quelques éléments chimiques avec cette méthode. Mais ici, ce qui est intéressant, les physiciens ont dit, OK, il y a des raies spectrales à partir de différents atomes. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si nous, on regarde, puis on prend ces détecteurs et on les vise vers l'espace, vers les étoiles? Parce qu'on se dit qu'on a de l'énergie qui vient des étoiles. Qu'est-ce qui arrive? Et on a remarqué que lorsqu'on regarde les étoiles qui ont des compositions spécifiques, on reçoit des raies spectrales qui sont spécifiques aussi. Oh, ça devient intéressant. Donc, si je prends ici raies spectrales comme ceci, et que l'on regarde ici on regarde pour l'hydrogène. Donc, l'hydrogène a une ligne ici pour l'hydrogène et a une ligne bleue qui est ici, comme cela. Et qu'est-ce qui arrive si on regarde pour l'hélium? Pour l'hélium, on remarque qu'il y a une autre lumière ici qui est pour l'hélium. On a une lumière jaune. Est-ce que j'ai jaune? Voyons voir si j'ai une couleur qui peut être utile. On a orange qui est comme ceci. Alors, je vais dire jaune et orange. Il y a quelques lignes ici bleues et il y a une ligne beaucoup plus foncée bleue ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et je vais remettre mon écran ici, ce qu'on a remarqué lorsqu'on regarde les étoiles, on a remarqué que, intéressant, si on regarde, c'est un paquet de lignes, donc il y a de l'énergie qui arrive des étoiles. Mais ce qu'ils ont réalisé, c'est que si on enlève ça et ça, on a les raies spectrales de l'hydrogène. Et si on enlève ceci et ça, on a les lignes spectrales de l'hélium. Et ils se sont dit, OK, est-ce que ceci peut être utile pour nous? Et ça, ils ont découvert que lorsqu'ils ont regardé plusieurs étoiles, avec leurs brillances différentes, ils ont pu remarquer que, OK, nous pouvons remarquer qu'il y a des raies spectrales qui viennent des étoiles. Ceci nous permet de découvrir la composition de ces étoiles, donc on peut apprendre beaucoup plus de ceci. Et ça a ouvert un paquet de nouvelles recherches en astronomie, parce que sans aller vers les étoiles nous envoyaient l'information. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, l'autre chose qui était intéressante aussi, c'est que on a regardé notre Soleil. Et notre Soleil est presque exclusivement, notre Soleil est assez jeune et on a remarqué qu'ils sont faits d'hélium et d'hydrogène. C'est fantastique.
On a appris des choses de notre étoile et les astronomes étaient super contents. Maintenant, ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est que lorsque on regarde certaines étoiles, ils ont toujours la même signature s'ils sont faits d'hydrogène et d'hélium. La seule chose, c'est que même si les lignes sont toujours spécifiquement à un endroit, c'est comme si le bloc qui était ici, quelquefois, va de ce côté-ci. Donc, les lignes ne changent pas avec les distances, mais c'est tout le petit... Alors, si je peux le changer. On a ici la petite bande qui change. Donc, il y a ici un déplacement vers le bleu, comme ceci. Mais il est arrivé quelquefois que c'est comme s'il y avait un déplacement vers le rouge. Ça veut dire que ici, voyons voir, c'est que la plupart du temps, ces lignes sont toujours les mêmes parce que la composition ne change pas chez les étoiles. Mais il y a un déplacement ici, la plupart du temps, vers le rouge. Et ils se sont dit, OK, que se passe-t-il ici? Oh, je me suis trompé de perspective. Nice. C'est intéressant lorsqu'on pense que des fois, on fait des erreurs aussi. Ce n'est pas le petit morceau de papier qui change, mais ce sont les données. Donc, on a ici les données qui vont toutes se déplacer en général vers le rouge ici. Donc, toutes ces petites lignes, il y a un déplacement vers le rouge. Alors, ils se sont dit, OK, ça veut dire qu'il y a des étoiles qui ont quelque chose arrive à ces étoiles. Maintenant, pour ceux qui, sûrement vous savez qu'il y a les policiers qui quelquefois vont dans notre ville et ils ont leur sirène et on peut entendre leur sirène. Et je vais faire un son avec vous juste pour vous montrer quelque chose. Vous savez, lorsque les voitures de police arrivent vers nous, ou les ambulances, quelquefois nous entendre un son comme ceci. Oui, 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 oui. Donc on a un son. Par contre, lorsque la voiture s'éloigne de nous, nous avons quelque chose qui est comme oui, 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 oui. Donc on a un son qui est différent. Toujours la même voiture, la même sirène. Par contre, un son différent. Voyons voir, on le refait une deuxième fois. Oui, 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 oui. Et sûrement que vous avez déjà remarqué ça. Donc, d'une certaine façon, lorsque la voiture s'approche de nous, les sons semblent plus aigus. La voiture s'éloigne de nous, ça semble que le son est plus bas. Voyons voir si on regarde ce qui arrive. Nous avons ici notre personne. Nous avons notre voiture ici. Lorsque la voiture crée un son comme ceci, le son sort et la voiture avance. Ça veut dire que les sons sont compressés. Le fait d'avoir un son qui sort, mais que la voiture s'approche de nous, les sons sont compressés. Par contre, si la voiture continue de l'autre côté, cette voiture continue, mais lorsqu'elle produit le son, elle avance. Donc, c'est comme si le son les lignes de son sont beaucoup plus éloignées. OK, donc on a remarqué cela. On a aussi remarqué que lorsqu'on regarde les étoiles, la plupart des étoiles semblent avoir un déplacement vers le rouge. C'est comme si les lignes des longueurs d'onde s'allongeaient. Alors, les astrophysiciens ont regardé le plus d'étoiles possible et se sont dit, OK, comment se fait-il que la plupart des étoiles s'éloignent de nous? Et c'est là que cette idée d'expansion de l'univers et la théorie du Big Bang est arrivée. Donc, voyons voir si je peux ajouter ici. Donc, j'espère que ce n'est pas trop compliqué pour vous.
C'est un concept d'astronomie, un peu de chimie et de cosmologie. Nous avons donc notre Terre qui est ici. Lorsqu'on regarde les données, on remarque que les étoiles alors les étoiles ne se déplacent pas. Alors une étoile peut se déplacer comme ceci, ça peut se déplacer comme cela. Donc il y a plusieurs façons qu'ils peuvent se déplacer. Donc les terriens qui sont ici, et bien sûr n'oubliez pas que nous avons notre Soleil qui est près de nous, se sont dit, OK, si les étoiles s'éloignent de nous ou semblent s'éloigner de nous, voyons voir si on peut se réfléchir à qu'est-ce qui arrive si on va dans le temps, mais dans le passé. Donc, si on est pour aller dans le passé, nous avons des étoiles qui vont venir de ce côté-ci. Alors, ils ont dit, OK, alors reculons en arrière quelques décennies, quelques siècles, quelques millénaires, des millions d'années. Qu'est-ce qui arrive si on recule dans le temps des milliards et des milliards d'années? Alors, leurs idées, selon ce que nous avons jusqu'à maintenant comme données, c'est que si nous reculons des milliards et des milliards d'années, à quelque part, les étoiles doivent, alors pas nécessairement vers la Terre, parce qu'on n'est pas dans le milieu de l'univers, mais éventuellement, théoriquement, alors comme ceci, alors, il y a le chaos, mais à quelque part, possiblement, il doit y avoir un endroit où toutes les étoiles ont dû venir. Parce que d'une certaine façon, reculer dans le temps, si on a tous des étoiles qui s'éloignent et qu'on va dans le temps et que ceux-ci se rapprochent, éventuellement, possiblement, il a dû arriver un moment où tout était à la même place. Et ça, c'est cette idée de dire, OK, si nous avons ici toute la matière qui est à la même place, ici, voilà. Alors ici, qu'est-ce qui se passe-t-il? OK. Comment est-ce qu'on va appeler ceci? Alors, on va appeler ceci une singularité. C'est cette idée qu'on doit avoir un endroit, un moment dans l'histoire, pas quelques siècles, mais des milliards d'années où il y avait un point. Si on recule dans le temps. Mais on ne sait pas exactement le début exact de ce temps. Donc, les cosmologistes parlent des cosmologues. On a cette bonne question. Je ne connais pas c'est quel le mot. Et on a dit, alors, qu'est-ce qui est arrivé 1 heure avant? Alors, 1 minute avant, 1 seconde. Donc, on se rapproche à des fractions de secondes, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a commencé l'univers. Et c'est pour ça que cette idée de la création de l'univers fait toujours soulever des questions. OK, donc on est reculé des milliards d'années, on arrive à une singularité. Ça veut dire qu'à quelque part, si la théorie est bonne, nous avons une singularité. Il y a eu sûrement une explosion, parce que nous, on sait que lorsqu'il y a une explosion, il y a une expansion. Les particules vont s'éloigner l'une de l'autre, donc nos étoiles s'éloignent l'une de l'autre. C'est sûrement bon. Et on se retrouve avec, OK, on a dû avoir une explosion. Elle devait être tellement grande pour créer toutes les étoiles et la matière dans l'univers. On va dire que c'était un Big Bang. Et c'est ça cette idée que la théorie du Big Bang est arrivée. On appelle ça une théorie parce que basée sur les informations que nous connaissons maintenant, c'est la meilleure théorie. Elle se définit de plus en plus avec les recherches. Et donc, c'est cette idée de Big Bang. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on a regardé les étoiles et les raies spectrales de ces étoiles, on a remarqué qu'ils s'éloignaient. Donc, éventuellement, on dit, si on recule dans le temps, sûrement qu'on a eu un point spécifique. Maintenant, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin,
Alors, il y avait le fond diffus d'énergie, si je me rappelle bien. Donc, il y a quelques années, on a pris une première photo sur le fond diffus. Le fond diffus, qu'est-ce que c'est? C'est que s'il y a eu un Big Bang, théoriquement, il doit y avoir un écho où, vous savez, lorsqu'il y a une explosion, on entend l'explosion. Donc, on a fait la recherche et regardé, est-ce qu'il y a à quelque part des indices qu'il y a un écho? Alors, le fond diffus, ok, le troisième mot, c'est le fond diffus cosmologique. Cosmologique. Et ça, c'est excitant. Je sais qu'il y a quelques années, on a refait une nouvelle collecte de données. On a des images beaucoup plus spécifiques. Je ne sais pas si je peux le trouver rapidement. Voyons voir. Le fond diffus cosmologique. Voilà. Voyons voir si on peut trouver quelque chose qui peut être... qu'il n'y a pas de droit d'auteur, bien sûr. Voilà. Donc, la photo s'en vient et je vais mettre les liens ici dans la description du vidéo à la fin. Donc, c'est ce qu'on a obtenu. Alors ici, on peut voir que, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plein de choses que je ne sais pas et ça, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais on peut remarquer que l'écho, donc le fond diffus de ces ondes, ne sont pas uniformes. Donc quelque chose, alors ça, c'est des nouvelles informations qui va nous aider à savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé au début de notre univers. Donc ça, c'est un point. Alors on a passé d'astronomie à cosmologie, très différent, mais c'est une question que j'ai eue cette semaine et j'ai pensé que j'allais le présenter pour vous. Alors, ça, c'est notre troisième question aujourd'hui. Fantastique. Il est déjà 10h53. Voyons voir si on peut avoir une dernière question avant de quitter. Et en passant, je ne sais pas si... Alors, pour les personnes qui écoutent maintenant, si vous avez une dernière question à ajouter, n'hésitez pas à la mettre dans la section clavardage. Pour ceux qui regardent en rediffusion, n'oubliez pas, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez une question, mettez-les dans la section commentaires parce que je les lis et j'utilise ces idées pour mes vidéos. Donc, c'est important parce que je suis ici pour vous avant tout. Voilà, voilà. Voiture électrique. Alors, chiffre alphabet, j'espère que tu as aimé cette question qu'on a eue sur l'expansion de l'univers. Et si bien sûr tu as des questions et tu veux des clarifications, tu peux toujours me le dire dans les sections commentaires à la fin du stream. Alors, voyons voir. Je parlais avec un ingénieur électrique et c'était la semaine passée et on parlait du fait que nous avons l'électrification de beaucoup de réseaux et de nos villes. Qu'est-ce que ça veut dire l'électrification? C'est qu'on commence à avoir de plus en plus de voitures électriques pour le transport. Comme ça, on veut minimiser la quantité de combustible fossile pour ces moyens de transport. Parce que ce ne sont pas des moteurs qui sont très efficaces. Par contre, si on a des sources d'énergie comme le nucléaire, l'éolien ou le solaire, on a des énergies qui sont moins polluantes pour l'atmosphère et c'est très utile. Ici au Canada, lorsqu'on a une voiture électrique, on utilise celle-ci durant la journée et donc on utilise l'énergie qui est emmagasinée dans la batterie ici. Ça veut dire que nous avons un réseau avec des fils
qui vont venir à la maison. Nous avons un fil ici qui va connecter la voiture et on connecte habituellement la voiture durant la nuit. Pourquoi? C'est que durant la nuit, les coûts d'électricité sont moins grands, premièrement, et nous avons une voiture qui est ici dans l'entrée ou près de la maison, pour ceux qui ont des voitures, bien sûr. OK. Alors ça veut dire qu'on a des voitures avec des grandes batteries. On utilise cette énergie, mais habituellement, on n'utilise pas toute l'énergie de la voiture dans la journée. Et lorsqu'on arrive à la maison, la batterie peut être, je ne sais pas, aux trois quarts, le quart utilisé ou la moitié utilisée, peut-être même les trois quarts, mais il reste de l'énergie. Ça veut dire qu'on a de l'énergie qui entre ici pour aller chercher la voiture. Nous savons aussi que si nous avons des panneaux solaires qui créent de l'énergie durant la journée, cette énergie peut aller directement dans le réseau électrique. Par contre, si on est la nuit, on n'a pas moyen d'avoir de l'énergie solaire. Donc, les panneaux solaires sont très utiles, mais pour pouvoir bien les utiliser et maximiser leur utilisation, c'est important d'avoir un moyen d'emmagasiner, comme un entrepôt d'énergie. Donc, il y a plusieurs compagnies qui font, lorsqu'on a les panneaux solaires, vont vendre ces petits, alors ce sont des piles secondaires, donc des piles rechargeables. Ils vont charger les batteries. Comme ça, lorsqu'on en a besoin le soir ou la nuit, l'énergie des batteries est utilisée. OK. Donc, on utilise ça pour les panneaux solaires à la maison. D'une certaine façon, ces batteries sont les mêmes qui sont dans les voitures, ils sont juste un peu plus grandes. Je sais que, par exemple, je sais que Elon Musk il y a une compagnie où il essaie, alors si nous avons un endroit où il y a beaucoup de soleil, on peut utiliser des grandes batteries, un peu comme des batteries des voitures, pour emmagasiner l'énergie le jour pour que celle-ci peut être utilisée le soir. Je sais qu'en Australie, ils ont certains projets comme cela et c'est fantastique. L'autre chose, c'est que vous savez sûrement que l'énergie coûte de l'argent. Donc la question, c'est, nous avons ici une voiture avec une batterie qui a de l'énergie lorsqu'on arrive du travail. Nous allons utiliser l'énergie pour remplir la batterie, mais qu'en soirée, nous avons aussi besoin d'énergie. Et chose intéressante, je vais mentionner ça, et donc si vous êtes ailleurs que dans la province de l'Ontario, en Ontario, il y a ce qu'on appelle trois prix pour l'électricité. Il y a l'énergie à l'heure de pointe qui sont 17,2 sous par kilowattheure. Il y a ici le prix moyen comme ceci, qui est à peu près, si je me rappelle bien, 13 sous. Et il y a aussi le prix qui est en basse, lorsqu'on est en basse utilisation, et c'est à peu près 8 sous par kilowattheure. La nuit et les week-ends, nous avons ce coût. Donc moi, lorsque je fais le lavage, où j'utilise l'électricité, je le fais le week-end parce que dans l'heure de pointe, qu'est-ce que c'est? C'est, vous savez, lorsque une société recommence le matin, on a besoin de faire partir la cafetière et le micro-ondes, peut-être, je sais. Mais lorsqu'on a une compagnie qui fait des voitures, des avions ou autres, il faut faire partir toutes ces machines et on a besoin d'une grande quantité d'énergie. Donc, les compagnies ont besoin de produire plus. Donc, ils chargent plus à tout le monde parce qu'on utilise à ce moment-là plus de gaz naturel et autres moyens pour produire de l'électricité. En mi-journée, c'est habituellement 13 sous. Et durant la nuit, ce n'est pas très cher parce que les centrales nucléaires ont tendance à produire une quantité d'énergie qui est très stable. Donc, ça ne coûte pas très cher. Sauf que si on veut doubler, on ne peut pas faire doubler la production d'énergie dans une centrale nucléaire. Donc, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on ouvre les vannes pour les barrages hydroélectriques. On utilise des gaz naturels qui coûtent beaucoup plus à ce moment-là. OK. Donc, c'est pour ça que nous, lorsqu'on a une voiture électrique, on veut utiliser l'énergie de la nuit pour le charger. Mais lorsqu'on part le matin ou lorsqu'on revient le parce que l'heure de pointe, c'est le matin et aussi le soir entre 5 heures et 7 heures,
Je parlais avec lui, je disais, est-ce qu'il serait possible si durant la nuit, on charge les batteries d'une voiture? Lorsque les personnes arrivent à la maison le soir, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le reste de l'énergie de la voiture et les utiliser pour la maison? C'est de l'excellente énergie accumulée, c'est de l'énergie qui a été euh, obtenue à un moindre coût, et donc au lieu d'acheter des énergies qui sont très très chères, on pourrait utiliser toute cette énergie emmagasinée dans la voiture. Maintenant, lorsqu'on parle d'une voiture, quelqu'un pourrait dire, ah, j'ai sauvé quelques sous. Mais c'est plus que ça, parce que s'il y a 100 voitures, 1000 voitures, 1 million de voitures qui ont une certaine quantité d'énergie qu'ils pourraient remettre dans le réseau, imaginez, on pourrait diminuer la quantité de gaz à effet de serre produite, le gaspillage d'énergie ou autre, parce que ici, c'est de l'énergie qui, on pourrait dire, est gaspillée parce qu'elle est dans la batterie et elle va attendre là jusqu'à ce qu'on remplisse la batterie encore ou qu'on charge la batterie. Mais l'idée, c'est que on pourrait utiliser l'énergie des batteries lorsque les coûts sont très, très hauts, lorsque la demande dans la société est très, très haute. Et lorsque la batterie ici, elle est vide, on peut toujours dans la nuit, on a les 6, 8 ou 10 heures dans la nuit pour recharger cette voiture. Et on parlait de cela parce que comme ingénieur électrique, l'idée c'est comment est-ce qu'on peut utiliser l'énergie de voiture et l'énergie du réseau pour avoir une relation qui est réfléchie. Et la question c'est un défi logistique, c'est un défi qui est probablement un peu compliqué et c'est pour ça qu'il n'y a personne qui s'attaque à cela. Mais point de vue philosophique, c'est possible. Point de vue technologique, c'est possible. Donc ici, c'est une question de style. Il faut mettre les sciences, les technologies, l'ingénierie, les maths ensemble pour dire, OK, qu'est-ce que l'on peut faire pour utiliser l'énergie disponible pour que la société puisse bien fonctionner, tout en minimisant les productions de gaz à effet de serre et toutes ces choses que l'on s'inquiète maintenant. Et ça peut être une solution à long terme. Donc, c'est une idée ici. C'est pas moi qui va trouver la solution, mais des personnes comme vous qui avez des idées, pouvez réfléchir, avez peut-être plus de temps que moi. Peut-être que vous allez pouvoir emmener cette idée à une compagnie ou créer votre propre compagnie pour faire quelque chose comme ça. Alors ça, c'était l'idée que j'avais en ce qui concerne les voitures, les batteries, ainsi que les réseaux électriques pour essayer de trouver, y a-t-il un moyen d'aider notre petite planète et cette idée des changements climatiques à cause de la production de ce dioxyde de carbone qui est un gaz à effet de serre. Je vous laisse sur ceci. Alors, à la fin de cette vidéo, je vais mettre ici un lien sur une autre vidéo qui peut vous intéresser. Et puis, je suis très content. Chiffre alphabet, merci pour la question aujourd'hui. On se voit la prochaine fois. Pour les autres qui regardent ceci en rediffusion, n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous voulez des clarifications, mettez-les dans la section commentaires en bas du vidéo parce que je suis ici pour répondre à ceci. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Chiffre alphabet, passe une excellente journée et bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.